Mesdames, Messieurs, bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir au nom de Codemex Posium sur cette 9e édition du Salon e-commerce, qui, vous voyez, est toujours aussi grand, se porte très bien comme l'e-commerce d'ailleurs. Pour vous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne, il y a 3 grandes zones d'exposition. Une zone dédiée aux technologies derrière vous et une zone dédiée à la logistique juste ici. Donc vous avez 500 exposants qui vont être présents pour vous pendant 3 jours. Près de 4000 personnes qui sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les solliciter. Pour découvrir ce qu'elles font, vous avez 14 salles de conférences comme celle-ci qui sont disposées tout autour du salon et qui vont accueillir près de 350 conférences, près de 500 conférenciers pendant 3 jours également. Le programme est dans ce document, le guide du visiteur. Vous avez, je pense, de quoi satisfaire toutes vos curiosités et en tout cas apprendre, découvrir ce qui change, ce qui évolue dans l'e-commerce. Alors l'e-commerce se porte très bien. La FEVAD a rendu son verdict la semaine dernière, plus 22% au premier semestre 2012 comparé au premier semestre 2011. Donc, ce qui laisse envisager un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros pour l'e-commerce français, ce qui est tout à fait conséquent et remarquable. Ce e-commerce, il est soumis à énormément d'évolutions et de révolutions. Parmi d'autres, le social, comme on aime à le dire depuis 2 ou 3 ans. Est-ce que les réseaux sociaux sont des vecteurs de transactions, de e-commerce? En quoi est-ce que ça peut être utile pour un site marchand? Les réponses seront dans le programme de conférence, puisqu'il y a 2 salles pratiquement uniquement consacrées à ça. L'autre grande révolution, c'est l'arrivée du mobile sur toute la gamme du e-commerce, enfin, sur toutes les usages du e-commerce, avec aux États-Unis 15% maintenant des transactions qui sont réalisées sur mobile. Donc c'est une croissance extraordinaire. D'ailleurs, je pense que nos invités vont nous en parler. Puisque, autre révolution, mais plus souterraine, l'omnicommerce. Et c'est de ce thème qu'on a choisi de traiter ce matin. De quoi s'agit-il? Tout simplement d'une hybridation de plus en plus forte du e-commerce et du commerce classique, de la distribution physique. Et je suis très heureux d'accueillir ce matin écoutez, justement les 2 écoles. Nous avons 2 pure players, Olivier de la Clergerie, le DG de LDLC, Gauthier Picard, le PDG de Rue du Commerce, des pure players qui vont, eux, vers le monde physique. Ils nous expliqueront comment. Et Patrick Walid, le directeur e-commerce de Monoprix, lui, va nous expliquer comment il hybride sa distribution avec les nouvelles solutions du e-commerce. Et enfin, Frédéric Willem, le responsable du multicanal chez Morgan, qui est une société qui compte 2300 points de vente dans le monde, 1400 en France, pour plusieurs chaînes, pour plusieurs marques. Et donc, la mission de Frédéric, c'est d'emmener les gens du web dans les boutiques. Donc, 2 visions du sujet. Cet e-commerce, comment est-ce que ça se joue? Eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Flore Fauconnier, qui va nous accompagner pendant cette plénière. Donc, la responsable du e-commerce au Journal du Net, à qui je passe la parole. Bonjour. Alors actuellement, tu l'as dit Alain, l'évolution du secteur vers un commerce omnicanal prend 2 formes. D'abord, les pure players ouvrent des magasins, vont vers le monde physique, s'appuient à des industriels, ils commercialisent leur offre dans des catalogues papier ou sur des murs. Et d'un autre côté, les distributeurs traditionnels s'approprient peu à peu le web, le mobile, les réseaux sociaux. Donc on va examiner successivement ces 2 mouvements pour voir dans une 3e partie quelles sont les conséquences sur le secteur de l'avènement de l'omnicanal, de l'omnicommerce, et voir quel visage aura l'e-commerce demain. Je vais commencer avec Olivier de la Clergerie de LDLC. Vous avez annoncé en juin le lancement d'un réseau de magasins physiques. Pourquoi ? La question est directe. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout simplement pour y répondre directement, parce qu'on pense que c'est intéressant. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, parce qu'aujourd'hui on fait le constat que le e-commerce permet de répondre à beaucoup de questionnements de clients sur la qualité, sur l'offre, sur le territoire. Mais pour autant, il y a pas mal de choses qu'on n'arrive pas à faire de la même manière que dans nos 2 boutiques existantes.
comme le conseil, ou alors l'utilisation de la proximité. Donc ça, c'est des points qui sont quand même importants. Et aujourd'hui, si on regarde le commerce, non pas simplement par la lorgnette du e-commerce, mais sur l'expérience commerciale utilisateur, c'est vrai qu'en associant les canaux, on arrive à avoir vraiment une offre qui est extrêmement large et qui s'adapte parfaitement bien à n'importe quel besoin d'un consommateur. À un instant T, je peux avoir envie de commander par Internet, je suis chez moi, ou alors je passe à côté d'une boutique, j'ai envie de prendre un produit tout de suite. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est l'un des derniers ou le seul levier de croissance qu'il reste pour un e-commerçant d'ouvrir une boutique physique? Je pense que les chiffres qui ont été donnés par la FEVAD montrent que le e-commerce n'est pas obligé d'aller vers le retail pour arriver à faire de la croissance. Nous-mêmes, nous avons affiché sur le trimestre d'avril à juin une croissance de près de 14%. Sans mettre en place encore de réseau de boutiques. Donc non, c'est pas vraiment on est acculé et on va aller ouvrir un réseau de boutiques. Non, c'est vraiment une complémentarité qui nous semble importante pour le commerce de demain. Parmi les e-commerçants qui ouvrent des boutiques physiques, on a aussi beaucoup parlé de l'augmentation des coûts d'acquisition sur Google notamment, qui les pousse à aller acquérir des clients dans le monde physique. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous ouvrez des magasins? Alors, boutiques existantes, c'est qu'aux endroits où les boutiques sont implantées, il y a une synergie qui se crée. Et ces endroits-là sont véritablement des endroits où on arrive à maximiser la vente par Internet et maximiser la vente par boutique. Donc il n'y a pas de cannibalisation. Donc on pense aujourd'hui que c'est de l'acquisition de clients qui va dans le sens global du développement de l'entreprise et que de toute façon c'est incontournable à notre sens. Donc c'est pas simplement une stratégie non plus pour faire une acquisition de clients différente. On pense vraiment à une manière d'envisager le commerce de manière globale. Olivier, on a vu une photo du Concept Store qui a ouvert le 15 septembre dernier. Est-ce qu'on pourrait la remettre? Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'il y a dedans? Le Concept Store de LDLC qui vient d'ouvrir. Alors, on a effectivement, pour développer un réseau de franchise, travaillé sur un concept. Le concept a été déployé dans notre boutique historique de Lyon, puisque cette boutique a 14 ans d'existence et elle vient d'être refaite. Elle a réouvert au nouveau concept en début septembre. Donc l'idée par rapport à nos boutiques précédentes, c'est d'arriver à mettre en avant une offre plus importante de produits en magasin, alors qu'auparavant nous avions des produits mais de manière moins importante, et de garder en fait un esprit de clarté, un esprit où on se sent bien, avec des zones de conseil. Donc dans la boutique, là, c'est pas l'angle qui le permet de le voir, mais vous avez des endroits, vous avez des bureaux où les gens peuvent s'asseoir véritablement, être conseillés par des personnes. Donc l'axe conseil, proximité, technicité pour pouvoir voir les produits est vraiment ce qui est mis en avant dans le concept. Vous attendez quel chiffre d'affaires par magasin? On ne donne pas de cible par magasin parce que ça dépend forcément de l'implantation, de la superficie. Ce que je peux dire, c'est que notre boutique lyonnaise dispose d'une surface de vente d'environ 300 mètres carrés et réalise un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuellement. Et vous avez prévu quel rythme de déploiement? Notre objectif, c'est d'ici 3 ans avoir une quinzaine de points de vente et d'ici 5 ans une quarantaine. D'accord. Vous avez imaginé quel type d'expérience en magasin? Vous avez choisi donc des surfaces de 300 mètres carrés de surface de vente. Ça correspond à quel type d'emplacement? Alors, les surfaces qu'on a choisies, c'est entre 150 et 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est notre grand format de magasin. Après, en termes de points de vente, nous sommes plutôt une enseigne de destination, donc on ne cherche pas forcément du cœur de centre-ville. On cherche des implantations qui soient accessibles facilement, mais pas forcément en voiture, mais pas forcément en zone de chalandise, en zone A qui permet. Voilà. Donc on a plutôt un positionnement facile, puisqu'on n'est pas sur des points forcément très concurrencés. Le but, c'est de trouver des zones qui soient intéressantes et attractives pour les consommateurs. Gauthier Picard, de Rue du Commerce. On a vu, et vous avez constaté vous-même, en vous adossant en industriel, que tous les gros pure players n'étaient plus des pure players, en dehors d'Amazon et de vente privée probablement. Et cet été, depuis cette année, on voit que même les e-commerçants de taille moyenne commencent à s'adosser à des industriels. Je pense à De la Maison, le Jardin de Catherine,
mais aussi Mon Showroom ou Animaux, des sites comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est inexorable? Pourquoi ce mouvement? Bonjour à tous. Je crois qu'on entre et on le voit finalement avec ce début de plénière qui parle plus de magasins que de e-commerce, donc c'est quand même assez... ça montre que le monde change. Je crois surtout qu'on arrive aujourd'hui dans une période où on a 120 000 sites de e-commerce en France. Ces 120 000 sites, ils continuent de croître de manière très exponentielle. Et donc vous avez forcément, avec ce niveau d'entrée de petits sites, j'allais dire, qui se créent chaque heure, la nécessité pour les plus gros intervenants de recréer en fait une valeur différente que celle qu'ils ont créée il y a 15 ans. Donc, quand la majorité des intervenants dont vous parlez qui sont rachetés aujourd'hui sont des sites qui souvent se sont créés il y a quand même assez longtemps, qui ont profité de cette émergence d'Internet pour finalement instaurer un modèle simple, qui est un modèle low cost pour les consommateurs. Il faut quand même être assez lucide, c'est ça qui a fonctionné, et qui fait que ce modèle low cost pour les consommateurs, aujourd'hui, il ne suffit plus à nourrir un consommateur. Et d'ailleurs, la majorité des petits sites qui se créent aujourd'hui ne se créent plus forcément sur un modèle low cost, mais plutôt sur un modèle de famille de produits ciblés et finalement d'apport pour les clients de produits qu'ils ne pouvaient pas acheter auparavant. C'est souvent très, très spécialisé et ça représente des produits qui ne sont pas forcément les produits de grande conso qu'on a au quotidien. Donc ça veut dire que les gros acteurs qui ont émergé avec un modèle low cost, sont obligés aujourd'hui de trouver, l'évolution de demain. Et je pense que l'évolution de demain dans un pays comme la France, je pense que c'est pas spécifique au monde, parce que je crois que dans le monde, notamment aux États-Unis, l'évolution du e-commerce ne se fait pas dans ce sens-là. Mais dans un pays comme la France, où les investissements sont extrêmement difficiles, où il y a finalement assez peu d'argent à disposition des entreprises, eh bien, il faut effectivement à un instant T aller chercher l'argent où il se trouve, aller chercher les perspectives de développement où il se trouve. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se trouve de plus en plus dans la distribution, parce qu'elle fait le schéma inverse. Elle n'est pas rentrée sur le marché il y a 10 ans, elle n'est pas rentrée sur le marché il y a 5 ans, elle commence à rentrer sur le marché et donc elle a envie de mettre des moyens pour y arriver. Autrement dit, il reste de la place pour les pure players. Ce que vous dites, quel genre de pure players, à votre avis, peuvent survivre et bien vivre? Il reste beaucoup de place pour les pure players. On le voit encore une fois avec le nombre de sites qui croît chaque année. Alors, le chiffre que l'on n'a pas, c'est on a un solde. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 20 000 sites de plus par an. Est-ce qu'il y en a eu 80 000 et 60 000 de morts? Ça, on n'en sait rien. Donc, ce qu'on sait juste, c'est que le solde est positif. Quand un solde est positif, ça veut dire qu'effectivement, la valeur se crée. Maintenant, ces sites qui arrivent n'auront pas la capacité d'émerger comme des généralistes puissants parce que c'était il y a 10 ans. Et donc, quand vous parlez d'adossement à la distribution, d'ouverture au multicanal, on est plutôt sur des gros sites ou sur des sites de taille moyenne. Un site de taille moyenne, c'est un site qui va faire aujourd'hui plus de 10, 20, 30 millions d'euros et jusqu'à effectivement 1 milliard pour les plus gros. Et c'est cette tranche-là, mais cette tranche-là, elle est composée d'extrêmement peu de sites en France, donc c'est une tranche assez limitée. Et c'est cette tranche-là qui doit passer une nouvelle étape et qui, à mon avis, montrera la voie pour les autres. Mais surtout vis-à-vis du comportement du consommateur, plus que vis-à-vis du fait qu'il n'y aurait pas les produits à vendre. D'accord. Pour ce qui concerne Rue du Commerce, pourquoi est-ce que vous avez vendu à Altarea Cogedim? Qu'est-ce que vous recherchiez? Est-ce que vous l'avez obtenu? Alors, j'apprécie beaucoup Olivier, mais je ne partage pas tout à fait son analyse sur le physique et le mélange du physique et du mortar. Juste pour rappeler quand même l'historique, Internet s'est créé, Internet a réussi sur ce marché, du e-commerce en général, parce qu'il y avait un modèle low cost. Et le high-tech a particulièrement bien marché au départ, parce que le modèle low cost consistait à dire, dans un magasin traditionnel, il faut avoir entre 30 et 35% de marge brute sur un produit pour vivre. Et la majorité des distributeurs, des grands distributeurs, avaient des marges entre 35 et 40%, et pour autant sortaient en résultat de l'ordre de 1, 2, 3% en fin d'année, ce qui montre bien que les 35% de marge étaient nécessaires pour faire tourner les magasins. Et nous, on est arrivé sur un marché et cette marge, on a décidé de la restituer aux consommateurs. On en a rendu globalement la moitié assez rapidement. Donc ça veut dire que nos sites travaillent avec des marges de l'ordre de 10 à 15%. Et je ne vois pas aujourd'hui comment un site
peut décider de vendre dans un magasin à des tarifs de 10 à 15% tout en gagnant de l'argent parce que l'équation ne me semble pas possible, sinon la grande distribution l'aurait fait depuis longtemps. Alors évidemment, c'est ma position et c'est sans doute pas la position d'Olivier, c'est pas la position d'un certain nombre de sites, notamment dans le high-tech, qui ont décidé d'ouvrir des magasins. Mais je donne rendez-vous dans quelques années pour voir les résultats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que fort de cette analyse, évidemment, Rue du Commerce n'a pas envie d'ouvrir des magasins parce que ça me semble être, par définition, anti-économique pour notre développement. Et je pense que les coûts d'acquisition en ouvrant un magasin seront beaucoup plus chers que les coûts d'acquisition sur Internet, même s'ils ont beaucoup augmenté. Donc on a décidé de s'adosser non pas avec un distributeur qui nous aurait fait ouvrir des magasins, j'allais dire presque inexorablement, parce que c'est le métier qu'ils connaissent, mais on a décidé de s'adosser plus en amont, c'est-à-dire finalement sur une structure qui supporte le commerce, sur une structure qui ouvre les portes et qui met à disposition des espaces. Donc une foncière qui gère des centres commerciaux en France. Et vous le savez sans doute, je l'espère en tout cas, Rue du Commerce a lancé depuis plus de 5 ans une galerie marchande virtuelle qui consiste à accueillir un certain nombre de commerçants sur le site pour leur faire bénéficier de trafic et d'expertise marketing. Ça ressemble d'un seul coup pas mal au métier d'Altarea dans le physique, puisqu'ils ont des centres commerciaux dans lesquels ils hébergent des enseignes et leur font bénéficier de leur trafic et de leur positionnement marketing. Donc on a considéré qu'il y avait sans doute là un axe intéressant. Alors on va passer du côté des retailers qui s'approprient Internet et les outils du web et du mobile. Frédéric Willem chez Morgan. Internet, c'est une composante très importante de la relance de Morgan qui a été entamée en 2009. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que vous faites en matière de Web to Store, donc pour amener en magasin les visiteurs du site? Bonjour à tous. Alors effectivement, Web to Store, on est parti d'un constat assez simple. La première chose, c'est la baisse de trafic général qu'il y a dans les magasins physiques, parce qu'effectivement, tout le monde court pour ouvrir des magasins physiques, mais ce n'est pas véritablement un secteur aujourd'hui où c'est l'éclate, si je peux me permettre. Il y a véritablement une baisse de trafic. On est à des chiffres vraiment négatifs, on est presque sur 2 digits. On a d'un autre côté, sur les sites internet, des croissances très positives. Donc on essaye de finalement bénéficier des deux mondes. La deuxième chose qui est très importante, c'est que, on va parler un peu de magasins, c'est que quand vous parlez de magasins, les taux de transformation, vous connaissez bien sur les sites internet, je vais parler du prêt-à-porter, de l'habillement particulièrement. Dans les magasins, vous êtes à 15%, alors que sur les sites internet, vous êtes à 1,5%. Donc vous avez des coefficients aussi de transformation qui n'ont rien à voir. La troisième chose, c'est la problématique en prêt-à-porter des retours. On connaît les taux de retour qui explosent en Allemagne. Vous avez un produit sur 2 qui est retourné en e-commerce sur la partie vêtements femmes. En France, on n'est pas à ces chiffres-là. En revanche, on peut arriver à des pics de 15% de retour en valeur. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de bénéficier de deux mondes. Donc, on se dit comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'Internet et des magasins. Donc, ça, c'est notre approche Web to Store. Donc, la réponse est très simple. C'est que dans le processus d'achat d'un produit Morgan, on essaye de faire venir le plus rapidement possible la consommatrice en magasin. Voilà, le plus rapidement possible, c'est-à-dire que à la fin de chaîne, c'est de la livraison magasin, en début de chaîne, c'est de la réservation, et entre-temps, vous avez énormément de services qui sont apportés, ce qui permet d'utiliser le trafic du site internet, de générer du trafic additionnel en magasin, d'utiliser la valeur du magasin pour apporter. Finalement, chaque personne a envie de toucher le produit, a envie de l'essayer, a un besoin d'avoir une véritable relation directe avec un vendeur et avec le produit, ce qui nous permet de régler un maximum de problèmes dans cette chaîne de valeur. Concrètement, donnez-nous des exemples de services que vous avez installés comme ça. Par exemple, on a installé la livraison magasin il y a 6 mois. Ça représente aujourd'hui 30% des livraisons du site de morgandetois.com. Donc aujourd'hui, vous avez, lors de pics de soldes, c'est plusieurs milliers de colis Internet qui arrivent en magasin. Donc c'est une transformation totale du retail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en période de solde, vous imaginez les magasins, c'est un peu la folie. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà travaillé dans les magasins, mais les soldes, il faut être en forme. Mais si vous êtes en période de solde, que c'est vraiment la folie dans votre magasin et qu'en plus vous recevez des centaines de colis Internet qui arrivent chez vous avec des personnes qui viennent, bon déjà en termes de reconnaissance de chiffres, vous avez intérêt à avoir travaillé ça en amont parce que sinon les colis sont envoyés au visage de la consommatrice et en service client, ça ne le fait pas trop. Mais donc il y a une vraie transformation de l'entreprise et ça, ce qui est très intéressant aujourd'hui dans l'omnicanal, voilà. Et les vendeurs. Alors, je répète la question parce que je crois que le micro a été coupé. Donc, les vendeurs dans tout ça, je pense que c'est le travail que doit effectuer la marque. Vous avez
Le digital, ici, je pense qu'un nombre de stands ici vont proposer des outils qui sont des outils pour pouvoir faire de l'e-commerce, pour faire du cross-canal d'ailleurs. Mais ensuite, vous avez une entreprise. L'entreprise, elle doit changer. Vous avez des hommes à l'intérieur, des structures, des organisations. Et l'omnicanal, comme le e-commerce au début a pas mal bouleversé, changé un petit peu la façon de travailler dans les entreprises, l'omnicanal, vous êtes dans une redivision totale des métiers. Et alors, en magasin, qu'est-ce que vous faites en matière de web in-store, donc pour profiter de l'existence du canal Internet dans l'expérience que vous proposez en magasin? Alors effectivement, il y a le côté amont et aval, et c'est vrai que sur le web in-store, c'est le principe, on va dire Tesco, c'est l'approche. Il y a deux choses. Il y a une phase d'acquisition. Donc aujourd'hui, le web in-store, c'est la présence de toute façon du digital et dans les magasins, ce qui nous permet déjà d'acquérir des clients. Donc vous avez des bornes aujourd'hui qui existent, je pense qu'il y a plein de solutions qui existent sur le marché, où vous avez la possibilité de récolter par l'intermédiaire de jeux concours, par l'intermédiaire d'animations comme des animations de marketing opérationnel, des mails. Et vous savez que le coût d'acquisition est très élevé. Une personne qui rentre dans votre magasin a déjà été séduite par votre marque, a déjà touché des produits, peut-être n'a pas acheté. Donc la valeur du consommateur, si je devais payer l'email de la personne qui met son mail dans une borne en magasin Morgan, je le paierais une fortune. Donc pour moi, c'est gratuit. J'ai remboursé mon iPad au bout de 3 mails. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'acquisition. La deuxième chose qui est très importante, c'est le prix des loyers. En France, mais surtout à l'international, on a des prix des loyers qui sont exorbitants. Et dans les magasins, donc dans le monde physique, on travaille vraiment au chiffre d'affaires au mètre carré. Donc dès que vous commencez à discuter, c'est chiffre d'affaires au mètre carré. Et c'est sûr que le chiffre d'affaires au mètre carré, il est en fonction du merchandising et du nombre de produits que vous mettez. Les magasins Morgan vont des magasins A jusqu'à des magasins D ou E en termes de surface, donc en termes d'assortiment. Donc tout est géré en fonction de la surface, superficie. Des corners aux Galeries Lafayette ou au Printemps vont faire 20-30 mètres carrés. Et on a le magasin des Champs-Élysées qui fait 600 mètres carrés. Si vous apportez l'assortiment des Champs-Élysées dans un corner du Printemps, vous avez une possibilité de fournir à la consommatrice nettement plus de produits et globalement le chiffre d'affaires au mètre carré augmente. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'est la vision financière ou la vision commerciale qui fait que de toute façon, le projet, il a un go de base. Mais il y a une autre chose, c'est qu'ensuite, ça va devenir normal. C'est qu'en tant que consommatrice, vous allez pas, si vous êtes sur un site internet et voyez un produit, vous avez envie de le retrouver en magasin. Donc ça va devenir aussi totalement logique et totalement normal dans la tête d'une consommatrice de retrouver son produit en magasin. Voilà. Entendu. Alors Patrick Walid chez Monoprix. Vous proposez une expérience multicanal avec beaucoup de scénarios possibles qui nécessite donc une organisation logistique assez compliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites, ce que vous proposez aux consommateurs ? Alors effectivement, chez Monoprix, il y a déjà deux problématiques en termes de multicanal. Il y a la question, enfin même de manière générale sur l'ensemble des canaux, il y a la question de la mode et puis la question de l'alimentaire, qui sont deux questions qui historiquement dans l'e-commerce ont été traitées de manière extrêmement différente. Pour pouvoir avoir une expérience sans couture pour le client, il faut que ces deux sujets qui en magasin sont réunis sous le même toit, puisque c'est le positionnement de Monoprix depuis 80 ans, d'avoir tout sous le même toit, sa mode, son alimentaire, son poissonnier, etc. Pour pouvoir faire ça, il faut effectivement avoir du coup deux problématiques logistiques qui sont complètement différentes. Alors pour la logistique mode, c'est un entrepôt, et si j'allais dire c'est une logistique et une organisation e-commerce que connaissent les e-commerçants traditionnels. C'est un entrepôt central et j'expédie à mes clients finaux. Le magnifique modèle qui a été trouvé pour Monoprix dès la genèse de l'e-commerce chez Monoprix, il n'y a pas très très longtemps, sur la partie alimentaire, c'est d'intéresser les magasins au chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc le modèle économique, c'est de se dire, et logistique du coup, les commandes sont préparées dans les magasins et sont expédiés aux clients depuis les magasins, donc ce qui permet de suivre un schéma logistique que connaissent bien les clients de Monoprix, qui est celui de la livraison à domicile, où je peux faire mes courses en magasin, les laisser à la caisse et ensuite me faire livrer chez moi, etc. Et du coup, le fait que la création de valeur soit à l'intérieur du magasin fait que le magasin est intéressé à développer l'e-commerce. Et pour la mode, on est en train de... Alors, ce n'était pas le cas jusqu'à il y a 1 an, mais c'est tout récent, la mode sur monoprix.fr. On est en train de faire exactement le même modèle, c'est-à-dire de partir d'un modèle central e-commerce sur lequel la chaîne de magasins n'aurait pas intérêt à développer le chiffre d'affaires, puisque ça aurait été dans un PNL à part, mais en fait de déporter l'ensemble du chiffre d'affaires e-commerce dans l'ensemble des magasins,
via des problématiques de click and collect ou de reserve and collect, etc. Enfin, tout ce qui est finalement déjà demandé par le client. Toutes ces problématiques-là, on est en train de les mettre en place ou elles sont déjà mises en place dans un certain nombre de cas pour que le client, lui, ne voit aucune différence. Parce que finalement, l'ensemble des problématiques qu'on se pose là, de ce que j'entends, de création de valeur, de magasins, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de magasins depuis ce matin, c'est comment, quand on est un e-commerçant, on continue à créer de la valeur. Est-ce qu'il y en a dans les magasins, dans le retail traditionnel? A priori oui, ou non hein, pour certains, mais... de l'autre côté, quand on est un retailer, où est-ce qu'on va continuer à créer de la valeur? Et par rapport à la problématique même et la manière dont la question est posée, le fait de parler d'omnicanal, de multicanal, de cross-canal, j'ai même entendu parler de Uber-canal, moi ça m'interroge. J'ai l'impression que, d'abord je pense que les mots ont un sens, et quand on n'arrive pas à trouver une définition claire pour tout ce dont on est en train de parler, de ces mutations profondes de marché, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Et je pense que le problème, il est peut-être, enfin en tout cas on peut s'interroger sur le fait que le problème soit justement dans le fait de parler de canaux, et que l'e-commerce serait un canal et que les magasins seraient un autre canal. Si on inverse cette proposition, si on dit qu'il n'y a plus de canaux, je pense qu'on a une vision qui est beaucoup plus client, et qui est beaucoup plus porteuse de valeur à l'avenir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça a deux enjeux. C'est un enjeu pour les clients, c'est-à-dire de ne plus considérer l'e-commerce comme un canal, le magasin comme un canal, et essayer de croiser tout ça parce que c'est compliqué et que chacun de ces canaux a ses spécificités. Donc le premier enjeu, c'est répondre à ce que les clients attendent déjà aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler du retail de demain, mais en fait j'ai l'impression que le retail de demain, c'est ce que les clients ont envie déjà aujourd'hui. Et c'est un énorme enjeu, et j'en entendais parler aussi tout à l'heure, c'est un énorme enjeu en termes d'organisation des entreprises. C'est que les entreprises ne sont pas pluguées comme ça, les retailers ne sont pas plugués pour ça, et les e-tailers, les e-commerçants ne sont pas non plus organisés pour ça. Pour avoir passé 11 ans chez Pixmania, qui depuis la première année a développé des magasins, qui compte aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine de magasins, on sait la difficulté de plugger une organisation qui n'a rien à voir et un modèle qui finalement n'a rien à voir, ses propres spécificités. Chez un e-commerçant, faire des magasins, c'est pas simple. Et chez un commerçant qui a des magasins comme Monoprix, qui compte 450 magasins, mettre une direction e-commerce, c'est peut-être qu'une étape. Et peut-être que la suite de tout ça, ce sera d'intégrer tout le monde dans la même direction. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On pose les canaux les uns à côté des autres. On a commencé par les opposer, on n'a pas de cannibalisation. C'est vrai que les retailers se sont posé la question longtemps pour avoir discuté avec pas mal de retailers du monde physique. Oui, mais l'e-commerce me pique du chiffre d'affaires. Oui, mais l'e-commerce me cannibalise mes clients. Cette problématique, elle est maintenant laissée de côté, je pense, pour une immense partie des retailers. Par contre, on a créé un nouveau canal qui est l'e-commerce. Je pense que ce n'est qu'une étape sur quelque chose de beaucoup plus intégré dans l'organisation des entreprises pour répondre à cette création de valeur qui est la demande des clients aujourd'hui. Je voudrais juste réagir sur ce que dit Patrick, parce que c'est très intéressant. Je crois qu'on a évidemment parlé de canaux depuis plusieurs années, parce que depuis 10 ans, le e-commerce est effectivement opposé à la distribution classique. Pour la première raison, c'était la pratique d'un prix de vente différent pour un même produit, ce qui était quand même un tout petit peu compliqué à gérer. Mais effectivement, la vraie question, c'est que le client, lui, il est déjà passé à l'étape d'oublier cette notion de canaux, et depuis longtemps. Ça fait plusieurs années que le client, lui, ne se pose plus la question de savoir si tel produit, est-ce qu'il va plutôt l'acheter en magasin ou sur Internet. Il est opportuniste, il change en permanence de mode d'achat, et il achète évidemment aussi bien en magasin que sur Internet, et souvent il ne fait même plus la différence. Et nous, on est là encore en train de parler d'approche multicanal, etc. Et je crois que le marché est bien en retard. Et tout l'enjeu, effectivement, c'est de rattraper ce consommateur, parce que le consommateur, lui, il a déjà passé cette étape. Et tous les sites aujourd'hui qui se créent, et finalement tous les prestataires qu'on va trouver ici, ils ont intérêt à se projeter dans ce schéma de dire mais de toute façon c'est du commerce et c'est pas du e-commerce et c'est pas du commerce physique et c'est pas du commerce de retail, etc. parce que ça n'existe pas dans la tête du consommateur. Ça a existé pendant 10 ans, on va dire pour les consommateurs les plus férus d'Internet, c'est-à-dire ceux qui savaient qu'ils allaient trouver des choses spécifiques sur Internet. Mais c'est fini. Donc quand Patrick dit mais finalement arrêtons de parler de canaux, mais oui, c'est que du commerce et le client, lui, il est bien loin de cette problématique entre guillemets micro-secteur et qui se pose des questions existentielles qui n'existent plus aujourd'hui. Je
comprends ce que vous dites tous les deux sur le fait que les canaux, c'est un concept en fait, qu'on utilise quand on est du côté e-marchand et pas du tout quand on est du consommateur. Mais chaque e-marchand doit quand même décider, enfin tous les scénarios ne sont pas proposables, sinon ça coûterait une fortune. Donc il faut quand même décider entre tel canal ou telle combinaison de canaux et en fait entre quel scénario d'achat on va décider d'investir. Est-ce qu'il est vraiment possible de rendre tous les scénarios possibles, de faire acheter en ligne, récupérer en magasin, retourner sur tel canal, commander sur mobile quand on est en magasin mais se faire livrer chez soi? Tous ces scénarios-là, on ne peut pas les proposer, ça coûte trop cher. Vous peut-être, mais les plus petits commerçants. Moi, je voulais juste rebondir sur ces aspects-là. Quand on a ouvert notre première boutique en 98, une des premières choses qu'on a faites, c'est de ne pas faire de différenciation de prix entre le site web et la boutique. Alors, je dis ça pour la petite remarque de tout à l'heure, et notre boutique est rentable. Donc en fait, simplement, ça montre que quand on réfléchit et qu'on se met des contraintes à l'origine, on essaie de trouver des solutions différentes. Et quand j'ai parlé de multicanaux tout à l'heure, on est effectivement sur le concept, parce que finalement, ce qu'il y a derrière, c'est l'expérience utilisateur. Et on réfléchit toujours à l'expérience utilisateur. Et on se dit comment arriver à faire ce qui n'était pas fait auparavant. Donc on parle des retraits en magasin. Aujourd'hui, on fait les retraits en magasin dans notre boutique lyonnaise, par exemple. Donc on teste. Alors il y a des solutions qui peuvent paraître un peu chères au début parce qu'on n'a pas réfléchi à la meilleure solution. On prend de l'expérience. Mais bien sûr que ça se fait par itération. Mais effectivement, je rejoins tout à fait Gauthier quand il dit le consommateur, lui, Internet, pas Internet, il pense au produit, il pense à ce qu'il a envie d'acheter, il pense quand est-ce qu'il a envie de l'avoir. Si c'est rapidement et qu'il y a un magasin, il ira peut-être en magasin si on lui a bien expliqué que le produit était disponible en magasin. S'il veut l'avoir chez lui ou à son entreprise, il utilisera peut-être le e-commerce. Voilà. Et ensuite, en termes de ce qu'il est possible de faire, je pense qu'il n'y a pas de limite, mais on peut tout faire, mais pas forcément tout en même temps. Ça se construit. Pour autant, dans le modèle qu'on veut développer, on ne va pas chercher à s'imposer forcément des limites dès le démarrage. On va choisir, on va prioriser, mais dans l'esprit, on ne cherche pas à mettre des limites. On pense vraiment sur un modèle global. Alors Patrick Walid chez Monoprix, c'est effectivement un peu ce que vous avez fait quand vous avez réfléchi au drive et vous l'avez adapté à vos modèles de magasins de centre-ville pour construire des walk-in. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça, en quoi ça consiste, est-ce que ça marche, est-ce que c'est rentable malgré le fait que les paniers sont peut-être plus petits que ceux des drives? Alors, effectivement, on a lancé il y a maintenant un peu moins d'un an, il y a 6 ou 9 mois. On s'est posé la question, les drives ont été lancés chez Monoprix, et parce qu'on a vu émerger au sein d'un micro-marché, il faut le dire quand même, les courses en ligne sont un micro-marché par rapport au point d'Internet, ça pèse que quelques pourcents du chiffre d'affaires du retail alimentaire. On a vu émerger une grosse tendance qui était les drives. Et on a vu apparaître ça dans les hypermarchés. Donc tout le monde s'est excité là-dessus. Et Monoprix aussi s'est lancé sur le drive. Sauf que Monoprix n'est pas une chaîne d'hypermarchés. Monoprix a sa spécificité. C'est du commerce de proximité, du commerce de précision, du commerce de centre-ville. Depuis 80 ans, Monoprix a accompagné les mutations du centre-ville avec les mutations de ses populations, beaucoup plus aisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 50 ou 60 ans. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très différent que de faire de l'hypermarché. L'hypermarché est très bien placé pour faire du drive. C'est des emplacements à des carrefours qui sont en dehors des villes, des périphéries, des grands cubes dans lesquels on peut arriver avec des parkings. Monoprix, c'est pas exactement ça. Pourtant, on a commencé à se mettre sur ce marché en se disant c'est peut-être un relais de croissance intéressant. Et puis, on s'est un peu plus posé la question, on s'est dit, mais comment on peut allier les avantages de ce qu'est le drive, intrinsèque, de ce que recherchent les clients, non pas ce que nous, on a envie de faire, non pas en se posant des contraintes d'entreprise ou de marché, en se disant quels sont les avantages intrinsèques du drive et comment est-ce qu'on peut les adapter à Monoprix. Alors, les avantages intrinsèques du drive par rapport à faire ses courses en ligne, c'est qu'on ne va pas payer la livraison, premier point. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être bloqué chez soi pendant 2 heures ou 3 heures sur des créneaux de livraison à domicile, ce qui est assez contraignant. Troisième bénéfice, on ne fait pas la queue en magasin, ce qui est aussi une contrainte, notamment pour la population des Monoprix, qui sont plutôt des gens qui vont aller faire leurs courses en fin de journée, entre 18 et 22 heures, qui n'ont pas envie de faire la queue, qui sont pressés, et puis évidemment, je peux faire mes courses en ligne. Donc on a pris tous ces bénéfices-là, on a essayé de plugger ces attentes clients sur ce qu'était réellement Monoprix. Monoprix, c'est une enseigne sur laquelle
je ne fais pas naturellement des courses à 150 € de panier moyen. Quand je vais dans un Monoprix, j'ai dépensé 25-30 € à chaque fois que j'y vais. C'est plutôt des courses pour le dîner avec mes amis le soir, pour acheter des produits bien sélectionnés parce qu'il y a une sélection de produits particulière, etc. Donc on adapte la demande du client à ce qu'est l'entreprise réellement et on crée donc ce qu'on a appelé les click and go. Les click and go, c'est retirer ses courses à domicile sur des petits paniers. Vous allez aujourd'hui en fin de journée ou à midi, vous allez faire vos courses en ligne parce que vous avez un dîner ce soir impromptu ou parce que vous voulez faire plaisir à votre femme, etc. ou à votre mari, c'est possible aussi. Vous allez donc faire vos courses et ensuite aller les chercher quand vous avez envie, en fin de journée, entre 16h et 22h par exemple. Vous allez ne pas payer la livraison, vous allez avoir tous ces bénéfices de ne pas passer en caisse, parce qu'à 19h, c'est vrai, quand on va dans un magasin Monoprix, il faut être honnête, il y a un petit peu de queue entre 19h et 22h. J'appuie sur un bouton où je vais à l'accueil et mes courses m'arrivent en 2 minutes. Voilà, donc l'idée, c'est la même démarche que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de se dire qu'est-ce que le client veut et comment je peux l'adapter à mon entreprise. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ça coûte cher, tous ces canaux, tous ces croisements, il y a une réponse qui est intellectuellement et en termes de business pas très satisfaisante, mais qui est réelle, c'est qu'on n'a pas le choix, parce que c'est ça que veulent les clients. Alors soit on y va, effectivement, tout le monde ne pourra pas y aller, un petit e-commerçant ne pourra pas ouvrir une chaîne de 500 magasins pour couvrir le territoire, des gros retailers seront trop gros, et on en connaît, pour pouvoir aborder ce marché de manière souple et agile, comme savent le faire les e-commerçants, mais en tout cas, je pense que la réponse, elle est là, dans simplement se poser la question, à la place du consommateur. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens à l'intérieur des entreprises qui ont oublié qu'ils étaient juste clients de ces entreprises. Et quand on est juste client d'une entreprise, on voit les choses différemment que quand on y travaille, je crois. Frédéric ? Juste pour réagir par rapport à ça, je pense que ce n'est pas forcément une question de coût, c'est vraiment une question de mentalité et d'organisation. Dans certaines entreprises, justement, la création d'entités e-commerce trop lourdes a sclérosé cette approche. Et je pense que l'idée était, lors de la construction de l'e-commerce, de voir déjà la déconstruction de l'entité e-commerce avec le fait de redonner de la valeur digitale à tous les métiers classiques d'une entreprise. C'est-à-dire que lorsque chez Morgan on a monté l'entité e-commerce, on l'a monté pour pallier à des problématiques d'agence qui n'étaient pas encore assez dans la communication digitale, des problématiques de marketing opérationnel qui géraient de la PLV physique, mais qui ne savaient pas gérer une homepage ou faire du merchandising sur un site internet, etc., etc. Et l'objectif était au même moment de créer l'e-commerce, qu'on appelle l'e-commerce, c'est d'essayer de faire rentrer le métier du digital dans chaque métier classique d'une entreprise, pour permettre ensuite de finalement fusionner ces entités. Et aujourd'hui, dans l'organisation, en tout cas dans le groupe Bovenard et chez Morgan, on est en train de déconstruire l'entité e-commerce. Aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de recrutement e-commerce. On est en phase de recrutement au niveau du marketing, on recrute au niveau du merchandising, on recrute au niveau du développement. Et lorsque, par exemple, en business développeur, aujourd'hui, dans l'international, j'ai des business développeurs digitaux et j'ai des business développeurs physiques. Donc le multicanal, c'est plus une façon de penser qui nous permet d'avancer avec efficience, en mettant des opérations centralisées, etc. Mais ce n'est pas qu'une question de coût. Et puis j'ai des personnes qui sont ici, qui sont en charge aussi d'outils innovants. Il faut voir que les outils restent des outils, les coûts restent des coûts. Le tout, c'est de choisir le bon qui va permettre d'aller vers cette pression des consommatrices. Parce que, pour conclure, on n'a pas le choix. Entendu. Alors, Gauthier Picard, vous m'avez expliqué que selon vous, le rapprochement entre le retail et le web passe aussi beaucoup par le mobile. Et pour l'instant, on en a peu parlé, alors que c'est effectivement un canal, enfin je vais essayer de trouver un autre mot, qui est quand même important dans ce rapprochement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Eh bien parce que justement, le mobile est l'outil. C'est l'outil de demain et c'est l'outil qui va définitivement effacer cette notion de canal. Puisqu'en fait, cet outil, on peut l'utiliser n'importe où. On peut l'utiliser chez soi, on peut l'utiliser dans la rue, on peut l'utiliser dans les transports, on peut l'utiliser dans les magasins. Donc on va quelque part donner au consommateur la possibilité d'acheter où il veut. Et ça, c'est une vraie révolution, puisque ça n'existait pas auparavant. Puisqu'auparavant, effectivement, soit on envoyait des consommateurs dans un magasin, soit éventuellement on leur vendait des produits chez eux. Alors ça s'appelait la VPC avant, ça s'appelle le e-commerce aujourd'hui, mais enfin c'est un peu le même format. Et donc finalement, on cantonnait le consommateur dans un endroit où, quelque part, on lui poussait de l'offre. On lui poussait de l'offre parce qu'en fonction de l'endroit où il se trouvait, il n'y avait pas beaucoup de choix. Alors il y avait du choix entre les différents magasins, mais fondamentalement, on lui poussait de l'offre. Et là, avec d'une part la multitude des sites de e-commerce qui permettent d'avoir tout type de recherche de produits, le consommateur va devenir un consommateur, c'est un peu ringard de dire ça, mais un consommateur acteur, mais vraiment acteur.
Et quand vous disiez tout à l'heure, tous ces formats entre le magasin, l'Internet, tous les services vont coûter cher. Oui, ils vont coûter cher, mais en même temps, il y a évidemment une notion qui aujourd'hui est traitée de manière fondamentale et qui, à mon avis, n'est pas bien traitée dans les magasins physiques et qui n'est pas bien traitée sur Internet, c'est la problématique de la fidélisation. Et finalement, le mobile va devenir l'outil potentiellement fidélisant par excellence. Et effectivement, ces coûts de service qu'on va devoir apporter aux consommateurs, ils vont coûter très cher. Ça va sans doute créer des distinctions assez fortes entre les acteurs qui peuvent payer et les acteurs qui ne peuvent pas payer. Mais in fine, je pense que les acteurs qui peuvent payer retrouveront une notion de rentabilité grâce à la fidélisation, parce que je crois que ça sera fidélisant. Et puis, ceux qui ne pourront pas payer, ils pourront s'adosser sur des structures qui payent pour bénéficier de leur synergie et de leur expertise. C'est aussi tout l'enjeu du développement des marketplaces que l'on voit aujourd'hui sur Internet et qui montrent quoi? Qui montrent que les gros, ils peuvent payer le trafic, le marketing, etc. Les petits, ils ne peuvent pas forcément payer, donc on les héberge pour leur faire bénéficier de ce que l'on fait. Et in fine, ça leur coûte beaucoup moins cher que de le faire tout seul. Donc ça, ce sera sans doute l'une des mécaniques de demain. Là, encore une fois, ça ressemble quand même à la mécanique des centres commerciaux, parce que je suis un centre commercial. Par exemple, j'ai une grosse surface alimentaire. Elle est mécaniquement draineuse de trafic. Donc, ça veut dire qu'elle permet d'avoir un trafic moins coûteux pour tous les autres. Et donc, finalement, même si les loyers sont chers, le coût d'un loyer intègre l'absorption marketing, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est un magasin qui décide de s'implanter tout seul. Donc, on est dans ce format-là. Le mobile, c'est l'outil de demain, c'est-à-dire que vous voyez comment chaque individu est attaché à son mobile, ça fait partie de sa personnalité, c'est quasiment greffé en lui. Donc celui qui sera bien sur le mobile et qui aura amené la fidélisation sur le mobile, il va non seulement éclater toute cette notion de canal, mais en plus, il va préempter le consommateur partout. Mais concrètement, comment est-ce que le mobile va s'insérer là-dedans? Quel genre de service mobile vous imaginez, de fidélisation ou autre? Le mobile, il va apporter tout type de service. Le mobile, il va apporter le service qui consiste à dire, vous entrez dans un magasin, vous ne trouvez pas exactement le produit que vous cherchez. Vous voyez qu'à l'autre bout du centre commercial ou à l'autre bout de la ville, il y a un autre magasin et vous cherchez une jupe rouge. Vous allez regarder si dans l'autre magasin qui est à 1 km, il y a une jupe rouge ou pas. Donc oui, ils vendent une jupe rouge. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me déplace jusque là-bas ou est-ce que je l'achète? Je rentre dans ce magasin, je ne trouve pas le produit que je veux parce qu'ils ne l'ont pas en stock. Est-ce que je décide dans le magasin de le commander directement, de le faire livrer chez moi ou inversement, etc. etc. J'ai un outil mobile qui me permet, où que je sois, de bénéficier de synergies de fidélisation. Si je rentre dans le magasin, est-ce que ça me donne un certain nombre de points de fidélisation? Tout à l'heure, tu parlais de la problématique de transformation et du coût d'acquisition d'un client qui rentre dans un magasin, il faut le transformer. Là, il y a peut-être le mobile qui peut jouer un rôle essentiel, etc. Finalement, ce qu'on voit aujourd'hui avec les bornes, et c'est pas pour critiquer les bornes, mais c'est bien de mettre des bornes, mais il va vite falloir les changer parce que dans un an ou dans un an et demi, les bornes, elles serviront plus à rien. Donc, tant pis pour ceux qui vendent des bornes, mais il ne faut pas trop investir là-dessus parce que sinon, ça va être une boucherie, quoi. Parce qu'en fait, c'est le mobile qui est la borne. Donc, chez du Commerce, votre maison mère Altarea Cogedim depuis 1 an exploite des centres commerciaux. Est-ce que c'est à ce genre de synergie que vous réfléchissez, à des synergies sur le mobile? On réfléchit. Apparemment, c'est pas sur les bornes. Alors non, c'est pas sur les bornes. C'est pas sur les bornes parce que c'est un peu comme le consommateur. C'est trop tard, quoi. C'est fini les bornes. Il y a à peu près 25 millions de Français qui ont une borne dans la poche quand ça s'appelle du smartphone. Et 35 millions qui ont une autre petite borne dans la poche et qui va bientôt être une grande borne, à mon avis, ça suffit pour les équipements de borne. Les synergies, elles vont être multiples. On ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui parce qu'on a décidé de rester dans le groupe assez mystérieux sur le sujet parce qu'évidemment, vous l'imaginez, on est très regardé, mais on n'est pas simplement regardé qu'en France, on est regardé ailleurs. Mais en tout cas, il y a des synergies très puissantes, à mon avis, à développer à partir du moment où on fait le même métier. Et finalement, vous savez, il y a très peu de personnes qui font le même métier et qui sont en train de s'associer dans ce domaine du e-commerce parce que moi, je pense, et je l'ai dit depuis longtemps, que gérer des magasins et piloter des magasins est un distributeur physique. C'est quand même pas tout à fait le même métier qu'un distributeur sur Internet pour une raison simple, c'est que c'est pas du tout les mêmes process. Et que donc il faut dupliquer en permanence les process. C'est pas le même process de service client, c'est pas le même process de SAV, c'est pas le même process de distribution logistique, c'est pas le même process de pilotage des marges, c'est pas le même process de gestion des ressources humaines.
Donc, notre vision des synergies, c'est de faire en sorte que nos deux entreprises aient les mêmes process. Et ça permettra, à mon avis, ensuite d'être plus rapide et plus puissant. Dernière question avant de passer à Monoprix. Et que vous inspirent les murs? Parce que les bornes, on a bien compris, les murs, c'est quelque chose qui s'articule beaucoup mieux avec un smartphone. Vous savez, ces murs de commande où on peut pousser des produits qu'on n'a pas la place de vendre en magasin. Et il suffit de les flasher, soit avec une reconnaissance de forme ou un QR code, etc., pour pouvoir les commander, se faire livrer chez soi ou en magasin, peu importe. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez intéressant? C'est super, les murs, c'est super. Et l'expérience coréenne a été très... Je pense à toucher tout le monde dans tous les pays. Faut juste pas oublier que l'expérience coréenne, c'était sur des quais de gare et que c'était pas dans des magasins. Des quais de métro. Des quais de métro, pardon, et que c'était pas dans des magasins et que ça visait en fait à permettre au consommateur qui est dans un instant d'attente et qui sait pas quoi faire, éventuellement d'acheter des produits. Dans un magasin, c'est quand même à mon avis un petit peu différent. Mais bon, je sais qu'il y a un certain nombre de distributeurs qui mènent ces expériences, donc c'est eux qui devront donner les résultats. C'est le supermarché en ligne britannique Ocado qui a mis aussi des murs comme ça dans la rue. Donc finalement, c'est des lieux de passage. Et je me disais que les centres commerciaux... Dans la rue, ça me semble superbe. Dans le magasin, à mon avis, c'est un petit peu redondant, parce que quand on va dans un magasin, c'est pas forcément pour avoir des images, mais plutôt pour avoir du produit physique. Mais en revanche, effectivement, c'est peut-être l'ouverture d'un commerce qui demain peut être n'importe où, mais ça ressemble une nouvelle fois à la traduction de ce que je vous disais sur le smartphone. C'est un bel écran de smartphone, mais qui est beaucoup plus grand que l'écran du smartphone. Patrick Walid, chez Monoprix, comment est-ce que vous utilisez le mobile pour générer des ventes incrémentales? Parce que c'est ça votre problématique multicanal, c'est vraiment des ventes en plus. Et on m'a dit... Est-ce que vous nous confirmez que vous vous préparez à lancer une application iPhone qui est un genre de shopping wall dans l'application avec... Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Alors effectivement oui, on t'a bien renseigné. Je ne sais pas qui t'a renseigné, mais effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Gauthier et sur la problématique des shopping walls, l'expérience de Tesco en Corée, où il y en a d'autres qui l'ont fait, Deleuze, etc. C'est vrai que ça commence à devenir une espèce de passage obligé, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un outil de communication. C'est pas un vrai outil de commerce. Les expériences dont on parle, on part de zéro pour arriver à des milliers de pourcentages de croissance. C'est vraiment qu'on part de pas grand-chose. Il ne faut pas oublier l'expérience consommateur. Je ne sais pas si vous l'avez fait d'utiliser un wall. Il faut quand même télécharger une appli. Donc quand je suis sur le quai d'une gare, il faut déjà télécharger l'appli. Il faut que dans une grande partie des applis, il faut que l'appli soit connectée. Donc il faut que le réseau soit là. Et puis il faut chercher les produits, etc. Et puis scanner un QR code. Et scanner un QR code, c'est bien pour les geeks comme nous qui sont ici, mais ce n'est pas un outil, un geste commercial tout à fait évident. Donc ce à quoi on a réfléchi, c'est de se dire, aujourd'hui on a une appli mobile qui marche plutôt bien, elle représente un chiffre d'affaires à 2 chiffres, enfin c'est une bonne partie du chiffre d'affaires de l'e-commerce de Monoprix qui est réalisé grâce à l'appli. Et on a mesuré 40% d'incrémental grâce à cette appli par rapport aux clients qu'on avait auparavant. Donc c'est un vrai facteur de chiffre d'affaires supplémentaire. Construire une appli, globalement, ça ne coûte pas très très cher. Ensuite, l'appli V2 qu'on va sortir avant la fin de l'année, c'est partant de ce constat que les shopping malls, c'est très bien, mais on ne va pas les mettre en magasin, ça n'a pas de sens. Ou alors sur les vitrines des magasins qui sont fermés, pour pouvoir avoir accès au magasin 24 heures sur 24, c'est intéressant. Mais je rejoins Gauthier, le mettre sur un quai de gare, bon, ce n'est pas l'expérience consommateur ultime. Par contre, avoir dans son smartphone une possibilité d'avoir l'ensemble de son catalogue et de pouvoir scanner n'importe quel produit, non pas avec un QR code, non pas avec un code barre, mais avec simplement l'image du produit. Donc c'est ce qu'on est en train de développer avec un partenaire. L'idée est, non pas en magasin, mais chez soi, dans un premier temps. J'ai fini mon pack de lait, j'ai fini mes céréales, je les mets dans la poubelle, et au moment où je les mets dans la poubelle, simplement je passe mon téléphone à côté, et je mets mon produit dans la poubelle, et mon produit se met automatiquement dans mon panier. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les achats récurrents, comme ils existent notamment dans l'alimentaire, chez Monoprix. On peut imaginer que c'est un peu moins utile, on ne va pas mettre sa télé dans la poubelle ou son ordinateur à la poubelle, donc dans le high-tech, c'est un peu moins utile. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai usage, je pense, pour les clients, que de simplement mettre son produit, le passer devant son téléphone, non pas avec des puces NFC, mais avec une autre techno, et mettre son produit à la poubelle et pouvoir comme ça renouveler son achat. Et pour finir là-dessus, en magasin, il y a un vrai usage qui existe et qui est en train de se développer, c'est le self-checkout pour les courses. Donc je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est.
il y a des enseignes comme Carrefour qui ont décidé de mettre des devices sur les caddies et qui permettent voilà, de scanner ses produits au fur et à mesure. Alors, ça fait rire les enfants, c'est sympa une fois, ça fait gagner du temps en caisse, indéniablement. Mais encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Gauthier, tout le monde a un device dans sa poche qui s'appelle un smartphone. À peu près tout le monde, en tout cas 25 millions de personnes, effectivement, ont ce device dans la poche qui leur permet de faire la même chose. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont ici d'ailleurs, qui permettent de faire ça sans avoir besoin d'implémenter encore un device supplémentaire, ce qui veut dire un usage nouveau pour le client. J'arrive dans mon hypermarché Carrefour, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre comment ça marche, ce nouveau device, alors que mon téléphone, je le connais par cœur. Et voilà, je peux aujourd'hui scanner mes produits, les mettre dans mon panier, simplement avec mon téléphone, et partir et payer en self-checkout, c'est-à-dire en évitant de faire la queue. Juste un petit mot. Là, on est en train de parler de concurrence entre devices. On se dit iPhone versus iPad versus etc. Je pense que le débat, il n'est pas sur les devices, il est sur la cohérence globale. La cohérence de marque, c'est-à-dire que globalement, quand on est dans une marque, il faut qu'on soit cohérent au niveau de tous les canaux. Et quelque part, se retrouver dans une application, qu'elle soit d'un device ou un autre, c'est très très important. Il faut effectivement que la consommatrice se retrouve dans l'application et n'ait pas à réapprendre sa relation avec la marque. Et donc cette relation doit toujours être naturelle. Mais en revanche, qu'elle se soit par l'intermédiaire de mobilier, de devices technologiques, etc. Je veux dire, je pense que le débat, il n'est pas dans les devices. Il est plus dans la cohérence globale que la marque va communiquer par rapport à le processus d'achat. Et de façon cohérente avec votre marque, comment est-ce que vous envisagez les choses sur le mobile ? Mais nous, sur le mobile, on voit ça comme un complément. Je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'apporter le meilleur des deux mondes. De se mettre à la place de la consommatrice et de dire bon bah voilà, elle a une expérience en magasin, on l'améliore tous les jours, c'est notre quotidien, et puis on va intégrer la technologie à l'intérieur de ce monde et on va apporter à la consommatrice des choses additionnelles. Par exemple, dès janvier, toutes les vitrines Morgan, vous allez avoir effectivement un QR code sur les vitrines, et lorsque vous avez sur les vitrines, vous avez généralement un look, donc plusieurs looks. Le QR code, en scannant le QR code, vous allez voir le défilé du look. C'est juste apporté sur votre device, quel que soit le device, même si elle se promène avec un iPad ou elle sort, ou elle vole la borne en magasin, ça lui permet d'avoir quelque chose de complémentaire, de voir le produit en mouvement, de le voir habillé, de le voir porté, et voilà, c'est le meilleur des deux mondes. Ça, c'est un exemple. Mais sinon, je rejoins énormément Gauthier sur ce qu'il disait sur la fidélisation. Moi, je crois au côté fidélité avec le mobile. Déjà, d'une façon générale, le business va vers le business de fidèle, c'est-à-dire que le côté c'est la ruée vers l'or, on monte un site internet, c'est la fête, etc. Aujourd'hui, l'argent, on le fait de plus en plus avec nos clients actuels. L'acquisition est de plus en plus complexe, donc le CRM est extrêmement important. Quand je parle de CRM, je ne parle pas de PRM, c'est-à-dire c'est pas le travail du prospect, mais vraiment le travail de notre client. Et le mobile va nous aider justement, vu que le mobile c'est une extension de soi. Aujourd'hui, on est vraiment autour de son mobile, c'est son bébé. Et ben on utilise le fait d'être intégré dans le mobile pour justement travailler cette relation privilégiée qu'on a avec la consommatrice. Olivier de la Clergerie, des projets sur mobile ? Pas de projet particulier comme ça à dire sur le mobile, mais simplement pour dire que le mobile, on le prend plutôt comme une passerelle, un outil complémentaire. Si on veut simplifier, le mobile, c'est un ordinateur dans la poche. Aujourd'hui, un smartphone, c'est un écran, c'est une puissance d'ordinateur d'il y a quelques années. Donc ça veut dire que véritablement, la personne est connectée 100% du temps. Elle a son mobile à disposition, n'importe quel moment, effectivement dans un magasin, chez elle, au bureau, dans le métro, dans la rue. Elle peut se dire, tiens, j'ai une envie de savoir quelque chose, et le regarder. Et le mobile apporte une chose de plus tout de même, c'est des éléments supplémentaires sur l'information par rapport au client, la géolocalisation, toutes ces choses-là qui, une fois qu'on les réunit, vont permettre d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Donc je rejoins la position qu'on n'est pas sur une recherche de quel device est le meilleur, etc. etc. Non, ce n'est pas du tout la question. La question, c'est que l'utilisateur reprend le pouvoir par une avancée technologique qui est de dire il maîtrise à 100% le moment où il va pouvoir avoir l'envie de faire un achat. Donc on s'approche véritablement des désirs de l'utilisateur, et c'est plus l'entreprise qui pilote ces éléments-là, c'est pas sur un ordinateur, c'est pas à tel moment de la journée, etc. C'est n'importe quand, c'est quand il veut, c'est dans n'importe quelle situation. Et là, donc effectivement, oui, on n'a pas le choix, il faut y aller.
Ça peut être dans le cadre d'applications, ça peut être dans le cadre d'un réseau, de travailler effectivement sur la valeur ajoutée qu'on peut amener sur l'information qui est fournie aux consommateurs par des expériences complémentaires, par des informations de stock, par des renseignements de produits. Enfin, tout ce qu'on peut trouver. La question, c'est qu'on a un vecteur de communication, une passerelle de communication 24/24 quasiment avec l'utilisateur. Et la seule difficulté, c'est que bien sûr, il existe le push, mais c'est surtout l'utilisateur qui va décider à quel moment il va déclencher cette envie. Voilà. Alors, une fois qu'on est en interne, organisé pour que les canaux aient disparu, qu'il n'y ait plus de frontières entre les canaux, et pour que tout ça soit fait en cohérence avec la marque, même la marque de distributeur, comment est-ce que, par exemple chez Morgan, on s'organise avec des distributeurs tiers? Je pense par exemple à l'étranger, quand en fait vos produits sont vendus non pas par Morgan, mais par des distributeurs. Et comment est-ce que vous faites pour vendre en ligne de votre côté, sans les court-circuiter, pour que tout le monde soit content? Ça nécessite une organisation encore plus compliquée. Du coup, c'est quoi l'avenir de l'omnicanal, mais étendu aux partenaires? Effectivement, donc l'omnicanal, c'est une certaine complexité, mais quand l'omnicanal international, là on est vraiment dans le Doliprane. C'est pharmaceutique. Donc ce qui se passe, effectivement, je pense que les personnes qui sont dans cette pièce, vous allez investir dans un marché, peut-être que vous êtes déjà à l'international, etc. Mais c'est vrai que dès que vous allez rentrer dans un marché, à l'international, vous allez avoir besoin de fonds, vous avez besoin d'argent, vous n'allez pas pouvoir investir et créer une marque à travers les différents territoires, donc vous allez utiliser des partenaires. Et ces partenaires, ils vont distribuer pour vous. Si ils distribuent, ils ont des magasins. C'est le cas chez Morgan. On a la moitié de nos magasins à l'international. Quelque part, ils ont des magasins physiques. Et l'Internet, on pourrait voir un Internet à la Mozara où, chez moi, tranquillement, chez Morgan Paris, on monte un site Internet international. On distribue tout depuis notre logistique parisienne. On envoie les produits, etc. La problématique, c'est que là, vous rentrez dans une problématique de cohérence, comme on le disait tout à l'heure. C'est une cohérence de prix, mais c'est aussi une cohérence de distribution. Parce que, quelque part, le prix, bon, vous pouvez vous mettre d'accord, même si normalement, dans la distribution et les politiques de distribution, vous n'avez pas la maîtrise des prix publics. Donc, éventuellement, vous pouvez vous mettre d'accord, encore que. Mais l'omnicanal est impossible. C'est-à-dire qu'une personne qui a commandé vos produits chez vous, qui les ramène chez vos distributeurs russes, etc., enfin, vous oubliez tout de suite. Donc l'approche qu'on a mis en place chez Morgan, grâce à un outil qu'on est en train d'implanter, c'est le B2B2C. C'est-à-dire que je crois fortement au B2B, donc à ces plateformes digitales et à l'e-business, pour ne pas parler d'e-commerce, c'est vraiment l'e-business entre partenaires, où vous mettez en place la puissance des outils, des services que vous mettez à disposition de vos consommateurs, mais vous les mettez à disposition de vos distributeurs. Et si vous pilotez bien le projet, vous pouvez voir que finalement, de transformer ce B2B en B2C, c'est quelque chose d'extrêmement léger. C'est limite, vous donnez l'URL locale de Morgan Russie et vous avez le site. Et c'est ce qu'on fait. Donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place un gros projet de refonte totalement de nos systèmes et on a remonté un nouvel ERP sur l'ERP mode de Morgan, qui est un ERP vente et marketing, qui est un ERP web, qui est basé sur un outil e-commerce web. Et on demande à nos clients de passer par ces passerelles pour commander, pour réassortir. Donc on a une vision totale de leur distribution de leur côté. Donc vu qu'on a une totale vision de leur distribution, il suffit de leur donner l'accès au public pour permettre de l'omnicanal local. Voilà. Entendu. Alors, on a vu que les pure players ouvraient des magasins ou s'adossaient à des distributeurs ou à des industriels, que les retailers s'appropriaient le web, les outils mobiles, et que finalement, Internet descend dans la rue sur le terrain des retailers, en particulier à travers le mobile. Gauthier Picard, est-ce que ça veut dire que les retailers vont finir par prendre la main sur Internet, sur l'e-commerce, enfin, sur la vente en ligne? Qu'est-ce que ça va changer pour le secteur? Est-ce que les enjeux ne seront plus les mêmes? Ça veut dire que comme on parle plus que du commerce, évidemment, ceux qui vont prendre la main, c'est les plus puissants. C'est mécanique. C'est-à-dire que, comme auparavant, on distinguait les deux, il y avait l'agilité, il y avait la nouveauté, il y avait le différentiel de prix, etc., qui justifiait qu'il y ait des mondes qui coexistent. Mais aujourd'hui, les vrais très gros commerçants de demain, c'est les vrais très gros commerçants d'aujourd'hui, avec évidemment des émergences. Amazon aux États-Unis est, j'allais dire, l'exception mondiale et puissante qui confirme la règle.
en tout cas par rapport à ce format de retail qui est la vente de produits physiques en tant que tel. Après, et dans ce schéma-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doute aujourd'hui, surtout sur un marché français qui est un marché où je vous rappelle que la distribution est quand même la distribution traditionnelle et c'est l'endroit dans lequel elle est le plus puissant dans le monde. Donc mécaniquement, quand vous avez face à vous des acteurs qui font des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui ont cette capacité d'investissement, je parlais tout à l'heure de la notion d'investissement, c'est une problématique qui est très forte en France, forcément c'est eux qui vont gagner sur ce territoire-là. Après, il reste un autre territoire sur lequel, à mon avis, c'est pas acquis, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de produits dont la dématérialisation va continuer de se poursuivre. Alors, on est dans tous les produits plus à la lisière des services et du produit physique. Ça s'est vu avec la culture, ça s'est vu avec le voyage, ça s'est vu avec ça se verra demain avec de la prestation de services générique. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, c'est pour le coup l'Internet qui va gagner parce que c'est inéluctable et que là, l'Internet est beaucoup plus souple, beaucoup plus réactif. Et là, la distribution traditionnelle n'a pas pu résister parce qu'elle n'était pas concentrée. On prend l'exemple des agences de voyage, c'est typique. Il y a des secteurs dans lesquels ça va être compliqué. Je prends, je sais pas, des secteurs de micro-distribution. On parle beaucoup de l'optique en ce moment, ça va être quelque chose d'intéressant parce que dans l'optique, la concentration existe dans le retail physique, mais elle n'est pas ultra puissante. Est-ce qu'elle va être capable de reprendre la main? C'est pour ces domaines-là des sujets qui restent assez ouverts. Mais pour les grands produits, j'allais dire, de consommation très courante, je crois que, entre guillemets, la messe est dite. Entendu. Peut-être dernière question, que doivent faire les e-marchands aujourd'hui pour se préparer à ça, pour se préparer à ce nouveau type de commerce, pour se préparer à la montée en puissance des retailers? Est-ce que l'offre des prestataires est suffisante aujourd'hui pour se préparer à ces transformations? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comme on fait depuis 15 ans, ils doivent se battre au quotidien parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Quand on émerge sur un marché qui est complexe, on se bat. Et puis ça apporte des résultats. Et puis si jamais ça ne marche pas comme il faut, on se restructure, on recommence parce que c'est un marché très mouvant, il faut s'adapter. Patrick Walid. Gauthier le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'e-commerce a émergé par les prix. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, c'est comme ça qu'il a grandi. C'est pas propre à l'e-commerce, c'est propre à chacun des grands âges de la distribution. À chaque fois, les hypermarchés il y a 60 ans maintenant, ou l'émergence des grands magasins il y a 150 ans maintenant, à chaque fois, on est arrivé sur une problématique de prix. Les grands magasins, il y a 150 ans, Boussicaut avait inventé les soldes au bon marché, c'était en 1860. Ensuite, 100 ans plus tard, il y avait les hyper, et puis après, il y a eu l'e-commerce, troisième grand âge de la distribution. On arrive sur le prix. Je pense que les e-commerçants sont en train de se réinventer. La preuve, on est là à parler que de magasins depuis ce matin, quasiment, et à se dire, OK, comment je vais continuer à créer de la valeur? La question se pose pour les e-commerçants. Peut-être que c'est des magasins, peut-être que c'est autre chose. La question se pose pour les commerçants traditionnels. Est-ce qu'ils vont réussir? Comment les commerçants traditionnels vont réussir à ne pas se faire supplanter aussi, parce que c'est leur problématique vue de leur œil, par les e-commerçants? Je pense que c'est en adaptant ce que sont les succès et les grandes lois, presque, on peut parler de lois économiques, de la nouvelle économie numérique, que sont la long tail, que sont le modèle gratuit, parce que c'est quelque chose de très très fort dans l'e-commerce, dont on peut démontrer que ça crée de la valeur, que le gratuit peut créer de la valeur. Le modèle des marketplaces, c'est vrai que le modèle des marketplaces tel qu'il est fait par Amazon, c'est de mon point de vue pas exactement la même chose que ce que font les centres commerciaux. Voilà. Si ces grandes règles, ces grandes lois sont adaptées et digérées par les retailers dans le sens du client, peut-être qu'eux aussi s'en sortiront, mais en tout cas ceux qui, je pense, sauront faire le bon merge la bonne fusion entre les deux mondes. Le mot de la fin, Olivier de la Clergerie? Je ne prends qu'un micro pour le mot de la fin. C'est dur, ça, de faire le mot de la fin. Je reviens juste sur le point. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut avoir une bonne vision de ce qu'on veut faire, une bonne vision du marché, ne pas oublier le client derrière tout ça, parce qu'après tout, on est dans le commerce, donc on vend des produits. Et moi, je repense juste, ça fait, on a les dates qui ont été données sur le slide, des 1996-2012. Donc, on était présent en 96. Il n'y avait pas d'outils
Donc aujourd'hui, je trouve que le terrain de jeu est beaucoup plus facile pour démarrer parce qu'il y a des outils et le salon est là pour les montrer. Et puis si les outils n'existent pas encore, il y a des gens intelligents pour les créer, que ce soit au niveau des prestataires ou que ce soit au niveau des entreprises, si elles savent exprimer leurs besoins. Donc je ne suis pas très inquiet sur la capacité d'adaptabilité, sur les outils qui sont mis à disposition aujourd'hui. Je pense que c'est simplement effectivement la bonne vision, la volonté et le travail qui amèneront les acteurs à se différencier. Alors j'enlève le côté argent parce qu'effectivement, si on veut développer un réseau tout de suite dans un marché ultra concurrentiel, si on n'a pas d'argent, on risque pas d'aller très très loin. Voilà. Mais hormis ça, je pense qu'avec de la bonne volonté et du bon sens, on va déjà très très loin. Une petite touche positive. Voilà. Une petite touche positive, c'est vous êtes sur un marché en croissance, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de marchés. Donc on parlait des chiffres tout à l'heure, donc il faut quand même voir que c'est quand même plus agréable de travailler dans cet univers que de travailler dans d'autres. Donc ça c'est le premier point. Et deuxièmement, je trouve dans l'Internet, en tout cas ce que j'ai beaucoup rencontré dans l'Internet, ne sont pas seulement des créateurs d'entreprises, mais des créatifs. Donc continuez à vous faire plaisir, parce que c'est comme ça que vous ferez plaisir à vos consommatrices et qu'elles vous feront plaisir ensuite en retour. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Alain Lédet. Écoutez, non, mais merci effectivement pour ces éclairages et ces nouveaux hybrides qui sont en train d'apparaître très très vite et plus vite encore bientôt. Écoutez, merci. On reste dans cette salle sur une conférence sur le social commerce maintenant, de 10h15 à 12h30. Et une info pour finir, on a un intervenant de dernière minute cet après-midi, le patron de la Poste, Jean-Paul Bailly, qui interviendra lui à 14h pour nous parler de e-commerce également. Voilà, bon salon. Merci.